Bonsoir et bienvenue à Il va y avoir du sport, votre rendez-vous néoculturiste du vendredi soir à Télé-Québec. Ce soir, nous allons travailler les muscles du bas du corps avec un des débats. On va s'activer les articulations du nous et on entretient notre souplesse générale avec une invitée, une vraie provocatrice. Elle est venue de Tunisie il y a 12 ans. Pour gagner sa croûte, elle a lavé de la vaisselle, servi dans des restos, dansé le baladi. Rapidement, elle se lance dans le théâtre et dans l'humour, une passion qu'elle ne pouvait assouvir dans son pays d'origine. Et elle bouscule, elle dérange. Les titres de ses spectacles racontent son parcours. J'arrive, Arabe et cochonne, et maintenant Arabe et cochonne bio. En attendant, le Arabe cochonne bio est équitable. Voici l'humoriste Nabila Ben Youssef. Bonsoir Nabila. Bonsoir. Alors, la stratégie marketing est vraiment excellente. Les titres de vos spectacles, vraiment chapeau. Mais qu'est-ce qui attire le plus? Une Arabe humoriste ou une femme cochonne? Les deux, mais plutôt une femme cochonne. Mais ça passe comme ça. Le titre est vraiment intriguant. Il fesse, arabe et cochonne, mais pourquoi pas musulmane et cochonne? Ben, c'était musulmane et cochonne au début. Oui, il m'a bien semblé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, quand je l'ai présenté la première fois au Festival arabe, ils ont trouvé que c'est trop provoquant. Alors, ils m'ont demandé de changer arabe et cochonne. Bon, alors je me suis dit, de toute façon, on fait pas vraiment la différence ici entre arabe et musulman. Donc, oui. ça va de soi. Arabe ou musulman, c'est pareil, ça donne le même... Vous avez fait partie du spectacle Le Show raisonnable, oui. qui s'est promené un peu partout à travers le Québec, qu'on a pu voir cet été et qui encore jusqu'à maintenant se promenait un peu partout, avec donc des humoristes québécois d'origine diverses. Est-ce qu'il y a un créneau en ce moment qui est en train de se développer d'humoristes qui ne sont pas québécois de souche, pour envoyer une expression un peu galvaudée? Je ne sais pas s'il y en a, mais on a essayé, le Juste pour rire, il a voulu essayer ce créneau-là, ce spectacle-là. Tout le monde ne pensait pas que ça allait marcher à ce point-là. Ça a marché du tonnerre de Dieu. Écoute, on a eu des salles combles dans toutes les représentations qu'on a fait. Et si on a fait d'autres, on va avoir des salles combles aussi. Et on ne s'attendait pas du tout. Pourtant, il n'y avait pas de publicité. Ça a été vite fait. C'est-à-dire, il y avait un petit délai pour le faire. Et on était surpris, tout le monde, que ce soit Juste pour rire, que ce soit nous, même Juste pour rire, ils étaient surpris de ce spectacle-là. Quand ils ont vu le spectacle la première fois, ils ont dit « Ah, mais voyons donc, c'est un gala Juste pour rire, ça. Il faut le faire au Saint-Denis. Ça n'a pas de sens qu'on le fasse juste au cabaret. » Et surtout que ça a marché en plus avec le public. Avez-vous pu jouer à Hérouville? J'aimerais ça, mais il n'y a pas de diffuseur encore à Hérouville. Il faudrait peut-être l'autoproduire puis aller le présenter là-bas. J'aimerais ça, mais j'ai un numéro sur Hérouville. J'aimerais aller le faire. Qu'est-ce que vous racontez pour tout de suite après Hérouville, j'ai dû faire un numéro d'urgence. Oui, que vous vous êtes imposé. C'est une date entre moi et un Hérouvillien. OK. Ça se passe comment? Ça se passe pas très bien. En tout cas, on finit pas, c'est-à-dire, on finit pas de s'installer à table pour manger parce que c'était dans un restaurant. Oui. Alors, dès les premières minutes, je me casse. Voilà. Vous parlez des hommes québécois dans votre spectacle, à vous, Nabila Ben Youssef, et vous dites, vous parlez à votre mère au téléphone qui est en Tunisie, et vous dites, oui, les hommes québécois, ben, ou ils se marient entre eux, ou sinon, ils pleurent. Vous avez remarqué ça? Non, je dis parce que je lui parle des femmes d'abord. Je lui dis, bon, c'est les femmes qui mènent ici. En tout cas, tout est foqué là. Parce que c'est un numéro... D'ailleurs, c'est le numéro qui marche. C'est mon premier numéro que j'ai fait. C'est le premier numéro qui est sorti. Et c'est mon meilleur numéro. Et c'est le numéro qui marche le plus. Et dans toutes les occasions et dans toutes les salles et avec n'importe quel, que ce soit dans les régions ou ici, ça rejoint tout le monde. Ça rejoint parce que je suis entre les deux cultures. Oui. Et j'essaie d'expliquer à ma mère qui ne connaît rien de l'Occident, qui ne connaît rien de la mentalité québécoise, du Canada et tout ça, des choses qui sont absurdes pour elle. Oui. Et je lui dis, les femmes, ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui mènent, puis c'est comme si elle me pose la question, puis les hommes, je dis, ah, les hommes sont différents. Ben, il y en a qui se marient avec des hommes, puis les autres,
il pleure. Votre public, Nabila, quel est-il? Est-ce que ce sont des musulmans? Est-ce que ce sont des Québécois? Est-ce que ce sont des femmes, surtout? C'est quoi votre public? majoritaire québécois et femmes. Les femmes m'adorent. Les femmes québécoises m'adorent. Et je les adore. Mais les réactions des musulmans doivent certainement aller oui, voir il y a vos spectacles. moi, j'ai voulu le faire au Festival arabe pour avoir le public musulman arabe, pour voir la réaction. Quand les deux publics sont ensemble, c'est merveilleux. Parce qu'il y a des bouts où ça arrive un plus. entraîne l'autre et le contraire. Mais la réaction, la réaction des musulmans arabes, ça a été surtout après mon passage à Tout le monde en parle. J'ai eu beaucoup d'insultes de la part, mais bon, j'ai eu beaucoup plus d'admiration et de félicitations, oui, mais j'ai eu aussi des insultes de la part de musulmans. Une insulte de la part d'un Québécois qui m'a dit il y en a assez d'hystériques au Québec, pas besoin d'en importer. Ah, OK! Il y a un quota. Non, mais vous ne saviez pas, il y avait un quota d'hystérique. Ben oui, je sais. Toute femme intelligente ici, c'est une hystérique. Oui, mais ça pose une question intéressante. Vous dites, j'aimerais être reconnue non pas comme humoriste d'origine musulmane, mais comme humoriste, comme femme humoriste. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus facile, être reconnue comme femme humoriste ou être reconnue en ce moment? Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'humoristes, je pense à Rachid Badouri, qui est né ici, lui, mais donc des humoristes qui ne sont pas des Québécois de souche avec le crâne rasé habituel de tous les humoristes mâles québécois qu'on connaît, sauf Guy Nantel, bien sûr, qui a des cheveux, lui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus difficile en tant que femme ou en tant que... immigrante? J'avoue que les deux sont difficiles. Oui. Je porte toutes les difficultés, moi. Mais oui, vous aimez ça difficile, hein? J'aime, mais c'est ma nature qui aime le difficile. J'en peux rien. Mais une femme humoriste, c'est aussi difficile qu'une femme d'ailleurs, c'est-à-dire une humoriste qui vient d'ailleurs. Surtout que moi, je ne suis pas née ici. Rachid, il est quand même né ici. Et pour moi, je ne comprends pas comment on peut considérer quelqu'un qui est né ici, qui n'est pas québécois de souche. Il est québécois. Et pour moi, il est québécois. Il a d'autres origines, mais il est québécois. Moi, je me considère comme québécoise d'origine. Oui, vous avez choisi. Après 10 ans, pour moi, on est considéré comme québécois parce qu'on l'a choisi de l'être. Vous l'avez choisi, le Québec? Oui, je l'ai choisi, le Québec. Je l'ai choisi et j'avais l'occasion et l'opportunité de rester en France et j'ai choisi le Québec parce que quand je suis venue ici la première fois, pas pour rester, bon, c'est une longue histoire, pas pour l'instant de raconter. J'ai été attirée par deux choses importantes qui sont la liberté de la femme, l'égalité homme-femme et la diversité. La diversité, je trouve que c'est une très grande richesse. C'est Platon maudit de vivre toute sa vie avec la même bouffe, les mêmes races, la même culture, la même musique, la même film, C'est très enrichissant d'être dans toute cette diversité de cultures, vraiment. Et on évolue avec ça. Moi, ce qui m'a amenée ici, c'est pour évoluer encore plus. Et je suis assoiffée d'évolution, assoiffée de savoir. On peut évoluer qu'avec la liberté et la diversité. Ben, Nabila Ben-Youssef, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Vous allez commenter les deux débats, à commencer par le premier. Ils vont vous intéresser tous les deux, mais le premier, j'ai très hâte de vous entendre le commenter, puisque donc, après la pause, premier débat ce soir que viendra commenter Nabila Ben-Youssef, notre invitée cette semaine. La commission Bouchard-Taylor avait au départ un mandat précis, trouver à la place des politiciens une solution politique globale à la tralée d'accommodement surréaliste qui menaçait de mettre le feu au nous. Depuis, de séances publiques en forum citoyen à travers tout le Québec, ça se psychanalyse, ça se défoule le canadien.
On a parfois l'impression d'assister à une thérapie de groupe. Des centaines de personnes prennent d'assaut les micros pour exprimer leur peur, leur frustration, avec des mots crus qui souvent dérangent. Même la modératrice Madeleine Poulain a les oreilles qui frisent, c'est dire. La marmite de l'identité troublée mijotait depuis un certain temps. On a l'impression qu'on a poussé la cuisinière au max et que parfois, ça commence à sentir le brûlé. Alors ce soir, on pose la question, la commission Bouchard-Taylor provoque-t-elle une montée de l'intolérance? Non, répondent dans le camp Bouillon rassembleur Gérald Larose, président du Conseil de la souveraineté du Québec, et Franco Nuovo, animateur à la première chaîne à Radio-Canada. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Du côté ragoût très chaud, oui, réplique Lamine Foura, animateur de radio et de télé communautaire, et Laura Julie Perrault, journaliste à la presse. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Alors, vous connaissez les règles, le premier 30 secondes. 30 secondes, j'ai dit, pour émettre votre opinion. La commission Bouchard-Taylor provoque-t-elle une montée de l'intolérance? Lamine Foura, je commencerai avec vous. Oui, parce que, pour commencer, je considère que l'acte de la mise en place de la commission est un premier acte officiel, ce qui est grave, à vouloir confirmer une prétention que le danger pour les valeurs québécoises, c'est ces minorités-là. Quand on sait que notre français est très faible au niveau économique, on n'a rien fait. Quand on sait qu'il y a une mondialisation qui nous entoure, on n'a rien fait. Mais parce qu'il y a des minorités et qu'il y a un certain sondage prétentieux qui a prétendu que ces minorités représentent le plus grand danger du Québec, on a mis en place une commission. Au moment où ces minorités souffrent depuis très longtemps, de discrimination, rien n'a été fait. Donc je considère déjà l'acte de la mise en place par la première autorité qui est M. Charest en ce temps-là, représente déjà un acte d'intolérance envers ces minorités. Gérald Larose, vous dites non, la commission ne provoque pas une montée de l'intolérance. Non, ça génère des clarifications. Après 3 semaines, il y a déjà 3 grands enjeux de sortie, le français, la laïcité, l'égalité des droits. Il y a de camper 2 modèles. Il y a le modèle multiculturel canadien, il y a le modèle interculturel québécois. Ce qui s'en vient, j'espère, c'est de clarifier précisément que l'immigration, ce n'est pas un problème, c'est une richesse extraordinaire, mais il y a un problème qui est chez nous, c'est qu'effectivement, on n'a jamais réglé la question de la concurrence identitaire Canada-Québec. Et ça, à mon avis, ça fausse toutes les règles. Laura Julie Perrault, vous dites que oui, la commission provoque une montée de l'intolérance. Bien, malheureusement, je vais dire que le mal était déjà fait avant le début des travaux de la commission. Je pense que depuis au moins 5 ans, ceux qui travaillent auprès des immigrés voient que la mèche de la société d'accueil est de plus en plus courte, surtout à l'égard des minorités religieuses. Un symptôme, notamment, c'est que la communauté musulmane a 4 fois plus de chômage que le reste de la société, alors qu'elle est plus éduquée en général. Et cette montée d'intolérance-là, qui était jusqu'à maintenant discrète, est devenue vraiment manifeste avec le début du débat l'an dernier sur les accommodements raisonnables. Et là, avec la commission Bouchard-Taylor, on en voit un peu l'apothéose. Et on termine ce premier tour de table avec vous, Franco Nuovo. Je ne vois pas du tout l'intolérance. Bon, il y a eu quelques anecdotes qui ont précédé justement le début de la commission. Je crois au contraire que c'est une démarche foncièrement démocratique, peut-être pas tout à fait aussi utile qu'on voudrait le croire. C'est ce qu'on verra par la suite. Mais ça vise d'abord à savoir, et je crois que Gérald a raison là-dessus, ça vise d'abord à savoir, étrangement, cette commission, qui on est et pas qui sont les autres. Et c'est ça qui est, à mon avis, le nœud de tout ça. Et alors, si on écoute cette commission, il n'y a rien d'épeurant qui se dit là. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y a rien d'épeurant qui se dit jusqu'à maintenant. Donc, j'imagine qu'on va continuer la conversation. On va continuer certainement. Et je retourne à Lamine Foura. Lamine, si elle n'avait pas été provoquée, la bête de l'intolérance, se serait-elle éveillée s'il n'y avait pas eu cette commission? Je pense que je reviens à mon premier point, c'est que y a des problèmes. Quand un pays comme le Québec, qui a 7 millions d'habitants, qui reçoit 50 000 immigrants, en 10 ans, on reçoit 500 000, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Mais c'est pas prétendre que la question d'immigration et que les communautés culturelles représentent un danger. C'est ce qui a été développé pendant 5 mois avant l'installation de la commission. Le danger vient, en installant la commission, le gouvernement confirme qu'il y a un problème. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des études académiques qui définissent clairement que les immigrants, le taux de chômage à Montréal est à 18% chez les communautés culturelles. Il n'y a pas eu de commission. Donc, la commission elle-même vient confirmer une prétention qui est fausse. Je crois effectivement, je crois qu'on est parti d'une prémisse qui pouvait sembler fausse. Mais très, très rapidement, avec la commission de commence, Gérard Bouchard a déclaré et M. Taylor ont déclaré qu'ils avaient déjà, dès les premières minutes, identifié qu'il s'agissait d'abord d'un problème identitaire
québécois. Et c'est pas l'immigrant ou l'étranger qui devient synonyme de sale ou de dangereux. Je crois pas que ça soit ça. Je crois que c'est justement ce qui va se passer dans cette commission, c'est qu'on va réussir à voir peut-être comment nous on doit réagir et agir devant l'étranger. Le danger dans un débat émotionnel, c'est de transformer le mouvement nationaliste québécois, qui, à ma connaissance, a toujours été un mouvement d'intégration et qui a développé donc un nationalisme de citoyenneté vers un nationalisme de droite. Le danger, c'est en ouvrant ce débat de cette façon-là. C'est précisément, en faisant le débat, précisément, à mon avis, on va clarifier les choses. Moi, j'ai toujours dit que le nationalisme compliquait les choses. L'indépendantisme les clarifie. Le problème est le suivant. C'est que les gens qui sont minoritaires dans un ensemble nord-américain veulent savoir où vont aller les minorités. Ça, là, c'est dans toutes les organisations, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on ne contrôle même pas les grandes décisions, alors, Mme Perrault dit qu'il n'y a pas de grandes décisions, il n'y a pas de problème. Je m'excuse, mais quand la Cour suprême légitime les comportements les plus marginaux précisément dans le domaine religieux, il y a un problème parce que la majorité dit oui, mais si c'est ça que la Cour donne aux extrêmes minoritaires, qu'est-ce qui va se passer avec les majorités? Donc, il y a des problèmes. Revenir là-dessus parce que parlons de comportement marginal. L'accommodement raisonnable, je pense qu'une des premières choses qui a parti le débat, c'était la question du kirpan, donc porté par le jeune sikh à l'école. Vraiment, je veux dire, le jeune avait accepté d'emblée avec la commission scolaire au début de mettre son kirpan dans un étui cousu sous ses vêtements. Ça, on parle d'un accommodement extraordinaire, extrémiste, je comprends pas. Je veux dire, si on connaissait bien la décision, et si on voit toutes les décisions qui ont été faites jusqu'à maintenant par la Cour suprême sur l'accommodement raisonnable, ça a toujours été du donnant-donnant des deux côtés, et c'est à la base l'idée de l'accommodement raisonnable. C'est le processus de négociation. Le problème, c'est pas le kirpan, c'est l'espace public qui doit être démocratique, politique et laïque. Si chacun peut s'arroger un bout de l'espace public démocratique pour faire valoir ces choses, disons, on retrouve le Capharnaüm dont on a voulu précisément se libérer au cours des 50 dernières années. Oui. Mais M. Larose, vous avez raison, l'espace public est laïque, les institutions sont laïques, c'est-à-dire que l'Église n'a plus rien à dire dans les décisions, mais les gens qui, eux, créent la société ne sont pas laïques. C'est qu'à travers une institution laïque, on peut nous-mêmes amener notre propre bagage religieux. Vous prenez pour acquis que ce qu'on appelle une différence et ce qui a créé ou ce qui a mené à la commission sera le résultat de la commission. C'est une erreur. Ce qui se passe à la commission en ce moment n'a rien à voir avec ce qui a donné naissance à cette commission-là. Pas du tout. On peut discuter de ce qu'on veut. Là. On peut discuter de la protection de l'espace public, du kirpan, du vote avec le voile. Tout ça, c'est de l'anecdote. Ce qu'on entend là, il y a beaucoup d'anecdotes aussi, mais il y a des choses qui ressortent de ça. Et il y a des choses qui vont ressortir de ça. On n'a pas entendu un intégriste prendre la parole à la commission parce que, d'abord, pour une simple et bonne raison, c'est que ceux qui ont... Mais ça dépend ce qu'on entend par intégriste. Ben, intégriste d'un côté ou de l'autre. Ben, du côté catholique, on a entendu certains quand même. Des intégristes, le gars qui voulait garder la croix, qui veut ramener la... Jean-François Lisée aussi veut ramener la religion dans les écoles. Est-ce que c'est un intégriste? Plusieurs médias franco disent il faudrait filtrer. Il ne faudrait pas laisser la parole à tout ce monde-là. Plusieurs ont dit ça. C'est une erreur, ça, de faire ça. Oui, alors, il faudrait tout entendre. Donc. Il faut tout entendre pour arriver à tirer des conclusions et à établir que le Québec et les Québécois, nous avons un problème d'identité qui nous met en position instable par rapport à tout ce qui est nouveau, à l'immigration et à ce qu'on considère comme étant des étrangers. Mais je crois que c'est très important. Est-ce qu'il faut tout entendre ce qu'on entend à la commission? Plusieurs, donc je le rappelle, on dit qu'il faudrait quand même un peu filtrer. Dans une ligne ouverte à la radio, on ne met pas tout en ondes. Est-ce qu'il faut entendre ça, même si ça choque des oreilles des deux côtés? Marie-France, on a même entendu des animateurs dire des choses terribles ces derniers temps. Donc je pense que c'est beaucoup plus acceptable de quelqu'un qui est du public de le dire qu'un journaliste qui est normalement plus responsable. Mais juste pour revenir à la question des modèles, le problème c'est qu'on n'est pas dans le contexte seulement de modèles, il y a 3 modèles sur la table.
Et autant que le modèle interculturel est en danger par rapport au modèle multiculturel, je dirais qu'aujourd'hui, le modèle interculturel est en danger par rapport au modèle d'assimilation. Parce qu'il y a beaucoup de discours aujourd'hui, de plus en plus présents au Québec, qui voudraient aussi importer un modèle d'assimilation qui est aussi étranger pour moi par rapport au modèle québécois que le modèle anglo-saxon. Exactement. On n'a pas beaucoup entendu ça dans les commentaires. Les lois d'interdiction. Un peu. Mais pas à la commission, effectivement. Est-ce que la question notamment de ne pas avoir de signes ostentatoires dans les écoles, ça nous vient directement de France. Regardons la grande réussite qu'est la France jusqu'à maintenant dans l'intégration de ces immigrants. Vous rentrez dans un autre... Excusez-moi, M. Larose, mais ça, il faut bloquer ça. Parce que, je veux dire, l'intégration des immigrants en France n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça a une histoire. Ça a été une guerre coloniale. Une fois que les gens sont revenus en France, il fallait les placer, les ghettoiser. On vit pas ça, nous. On ghettoise personne. Les gens qui se ghettoisent au Québec se ghettoisent parce qu'ils veulent... Attendez un instant. On utilise les mêmes arguments. Non, les gens se ghettoisent parce qu'ils veulent se ghettoiser. Non, je suis désolé. Je prends le cas de la communauté. Je suis désolé, je prends le cas de la communauté maghrébine. Quand on a un taux de chômage de 28%, je pense pas qu'on veut vraiment se ghettoiser. C'est des gens qui sont surqualifiés, mais ils sont au chômage. Ils passent leur temps. Non, c'est la réalité. Les chiffres sont là. Mais non, mais d'accord. Donc, pour dire que les gens voudraient se ghettoiser, je suis tout à fait en désaccord pour la simple raison. Alors, attendez, remontons en arrière. Oui. La communauté italienne a été ghettoisée. Elle s'est ghettoisée à Saint-Léonard, elle s'est ghettoisée. Ça n'avait rien à voir avec la religion. Là, on a essayé de dire récemment, j'entendais ça me scandalisait à propos de la loi 101, les Québécois ont refusé que les Italiens allaient à l'école française, donc ils les ont gardés en ghetto. C'est pas vrai. Je suis de cette génération-là. J'allais à l'école française au coin de la rue. Les Italiens se ghettoisaient parce que les gens qui arrivent dans un pays nouveau se sentent en sécurité quand ils sont entre eux. Mais le Québec et les Québécois ne demandent qu'à accueillir ces gens-là. Écoutez, je suis la preuve vivante de ça. Et quand vous dites ça, vous refusez la capacité d'intégration du Québec. C'est affreux de dire ça. Je nie pas que le Québec est positionné comme étant une des terres d'accueil qui est le plus accueillante dans le moment actuel. Le Québec que j'ai connu quand je suis arrivé en 99, pour moi, est très différent du Québec d'aujourd'hui. De quelle manière? Le discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias, dans la société, est un discours qui fait peur. Et je peux vous dire qu'il y a des sites Internet spécialisés pour quitter le Québec et les gens sont en train de se partager leurs expériences parce que les gens ont peur de l'avenir. Des gens ils ont quitté la liberté, leur pays pour chercher une liberté. Ils peuvent être maladroits, ils peuvent ne pas comprendre que leur comportement fait du mal par rapport au processus de l'intégration. Mais la volonté de l'intégration des immigrants d'aujourd'hui, à mon avis, elle est là, mais par contre, il y a des obstacles tout à fait clairs. À titre d'exemple, on ramène des gens francophones. Pour la simple raison qu'on voudrait assurer le maintien de la langue française au Québec. J'y adhère et je considère que la langue française est de plus en plus en danger et que le gouvernement et que la société doivent travailler pour la maintenir. Mais sur le terrain, on est plus facilement intégrable professionnellement quand on est anglophone que quand on est francophone. Qu'est-ce que la société fait? Je suis un ghetto parce que je suis francophone. Mais Lamine, vous voulez parler de peur. Quelle est cette peur? La peur de ne pas travailler ou la peur d'être ostracisé ou d'être montré du doigt comme étant eux alors que nous sommes nous? Oui, d'être montré du doigt. Les gens, je prends le cas des femmes voilées. Il y a des femmes voilées qui ont la capacité d'agression. Elles veulent vraiment une certaine liberté et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'entre elles qui le portent au Québec d'une façon tout à fait libre. Et je pense qu'on a assez de moyens au Québec pour que ces femmes-là, si elles sont opprimées, les utilisent pour soulever cette oppression. Mais ces femmes-là ont peur parce que tout simplement, premièrement, c'est difficile de trouver un emploi avec le voile. Deuxièmement, il y a des voix aujourd'hui qui se lèvent pour l'interdire tout simplement. Mais c'est à ça que va servir la commission, à découvrir l'autre. Et vous donnez raison quand vous dites qu'il faut choisir entre le français et l'anglais. Il y a déjà, vous donnez raison à Gérard ici, et à Gérald qui affirme depuis tout à l'heure donc que le premier problème à régler, c'est le problème d'identité entre le Québec et le Canada. Une fois qu'on aura réglé ça fera déjà un problème de moins. Et vous-même, vous aurez un problème de moins. Je suis tout à fait d'accord que l'ambiguïté que le migrant rencontre entre les deux modèles pose un grand problème. Je l'avais déjà dit dans cette émission. Par contre, le danger, où est-ce qu'il est, c'est de transformer ce problème d'ambiguïté, au lieu d'aller directement vers la souveraineté,
On l'évite parce qu'on a peur, parce que actuellement j'ai acheté ma maison, je parle du Québec, j'ai acheté ma maison dans la banlieue québécoise, je passe donc le Québécois a peur d'assumer cette souveraineté parce que c'est vrai qu'il y a des défis économiques, donc il va focuser sur son nationalisme vers un détail, une prétendue, la recette de la soupe dans une cabane à sucre est devenue une valeur québécoise au détriment de la langue française, au détriment des valeurs latines. Parce qu'on a peur d'assumer la souveraineté comme il faut, donc on la focalise sur des immigrants. Mais Lamine a raison là-dessus. Les médias ont vraiment monté, non pas les vrais modèles d'accommodement dont parlait. Dans les audiences. Alors, oui, mais mais écoutez, il y a des discours patentés. Il y a des discours patentés, et pour la première fois sur cette question, le peuple peut se prononcer. On a peur du peuple, évidemment, parce que le jour où il va décider de régler ses problèmes d'identité, il va régler aussi son problème politique. Ça fait peur un peu aux élites. Hein? Alors, c'est pour ça que je suis tout à fait surpris de voir beaucoup de gens des médias, d'ailleurs, dire « Oh, mon Dieu, qu'on entend des grands mots, qu'est-ce que c'est ça? » etc. Comme si c'était pas la vraie vie. Je trouve que le peuple québécois, à travers ses audiences, est d'une très grande maturité. Il y a des gens qui dérapent, comme dans toutes les sociétés, mais je peux vous dire qu'il y a des gens articulés qui, précisément, sont soucieux de bâtir un Québec qui sera intégrateur avec assurance. Le maire de Rimouski, hier, c'était pas quelqu'un qui essayait d'aller vers quelque chose de positif, qui parlait d'intégration, qui parlait de récupération. Bon, mais donc, alors... Mais est-ce que vous trouvez... On n'a pas fait une commission sur la question de l'intégration parce qu'il est là le problème. C'est que l'accommodement raisonnable, c'est la pointe de l'iceberg. Et le vrai problème, il est encore sous l'eau. Et celui-là, on n'en parle pas. Justement, le problème de chômage, c'est le premier pas vers l'intégration, c'est d'avoir un boulot. Après, il y a l'éducation, il y a l'intégration sociale, il y a l'intégration linguistique. Tout ça, le reste se fait assez bien. Mais là, il y en a un vrai problème. Il y a une spécialiste qui me disait, pourquoi tous les jours, on n'a pas un journal, tel médecin conduit un taxi, tel médecin lave des planchers. Oui, mais le pourquoi c'est pas ça qui nous intéresse? Mais le peuple, dans les audiences, tu parlé de ça? Il parle d'abord de la question de la laïcité. Il parle du français, il parle de l'égalité des droits. La Commission porte là-dessus parce que c'est des essentiels de l'identité du peuple québécois qui est remis en question par les grandes... Le français, je m'excuse, mais la Cour suprême du Canada a toujours rendu tous ses jugements pour affaiblir le français au Québec. La Cour suprême du Canada, sur la question de la laïcité, est en train de ramener par en arrière ce que... tranquillement, pas vite, le Québec a réglé au cours des 40 dernières années. Et sur l'égalité des droits, la décision d'Élections Canada dit exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Alors, c'est des remises en question. C'est des remises en question d'essentiel de la société québécoise. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, la Commission n'est pas là pour régler les problèmes des accommodements raisonnables. C'est une commission pour la définition de l'identité québécoise. Ça, c'est nouveau. Si c'était une commission pour... C'est le premier jour. Non. C'est la première conclusion à laquelle M. Bouchard, après avoir fait des rencontres pendant tout l'été avec oui, qui s'est rendu compte que le problème, il est là. Mais la Commission elle-même, et la démarche, et le livrable que doit donner la Commission, ce n'est pas ça. Oui. Non, vous lirez la redéfinition que les commissaires ont fait de leur mission, c'est précisément ces trois volets-là. Particulièrement sur l'identité. Est-ce que vous craignez que ça vous dérange qu'on puisse s'intéresser d'abord à l'identité? Si le problème de base, il est là, si on n'est pas capable d'ouvrir la porte de la voiture, on ne sera jamais capable de la conduire. Donc, on vient de réaliser ça. Mais on ne va pas l'ouvrir au détriment... Il faut qu'on assume... au détriment des communautés culturelles. Mais on est d'accord avec mais dans ce que vous entendez, Monsieur Larose, dans ce que vous entendez à la Commission... Dans ce que certains pourraient trouver être des excès, est-ce que vous trouvez que ça donne une place pour légitimer ces excès-là et ce ressentiment envers ceux qui arrivent au Québec? J'espère que non. Et j'espère surtout que la Commission va faire le travail aussi de remettre les proportions à leur place. Monsieur Bouchard, depuis le début, dit il y a un problème d'idée de proportion. Les gens ont l'impression que l'identité québécoise est menacée par des groupes intégristes et tout ça. Et est-ce que vous vous rendez compte, en fait, que les demandes sont vraiment anecdotiques ou presque? Et c'est la question, surtout à l'extérieur de Montréal, où les gens ont l'impression, parce qu'ils ont regardé la télé, tout ça, que, mon Dieu, Montréal est à feu et à sang parce qu'il y a des demandes d'accommodement raisonnable partout. Et j'espère que la Commission va remettre les proportions à la bonne place. Représente un forum officiel pour ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas la diversité. C'est la réalité des choses. Ça va confirmer ce qui a été mentionné tout au long du début de l'année.
disons qu'il y a des envahisseurs qui sont arrivés au Québec. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez, qu'on entende des choses comme on en a entendu à Hérouville, ou qu'à un moment donné, on laisse la parole à la population d'un bout à l'autre du Québec pour savoir exactement ce qui sur se la question de passe? la laïcité, que le Québec définisse cette laïcité. Vous savez qu'il n'y a aucun document officiel, à part 2 documents qui sont des documents consultatifs qui parlent de la laïcité du Québec. Ça, c'est nouveau. Le Québec a commencé à être laïque une fois qu'il a demandé la dérogation par rapport à la Constitution canadienne pour avoir les commissions scolaires non religieuses. Donc, la laïcité québécoise, qui est aujourd'hui présentée comme étant quelque chose de bien défini, elle est en construction. J'aurais aimé que des spécialistes nous définissent cette... Pas des spécialistes. Il faut que les gens se prononcent là-dessus. La commission, après avoir entendu... On dit à la question, en quoi ça mène à l'intolérance? Dernière question. À quoi ça mène à l'intolérance? Ça mène pas à l'intolérance. On s'entend là-dessus. Vous voyez, tout ce que vous avez dit... L'intolérance qui s'installe. Non, l'intolérance ne s'installe pas. Elle la démontre, ce qu'on entend. Non, c'est l'inquiétude que ça démontre. Ça démontre une inquiétude face à une menace qui n'existe pas. Et là, je suis d'accord avec vous. Alors, écoutez, on va profiter de ce semblant de consensus. Je pense qu'on ne réglera pas la question. En tout cas, ça me fait dire que les codes d'écoute à la commission, la diffusion des débats de la commission d'enquête vont être faramineux, si on en juge, par l'intensité de vos propos. Gérane Larose, Franco Nuovo, Lamine Foura, Laura Julie Perroux, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat ce soir. Après la pause, j'ai bien hâte d'entendre les commentaires de Nabila Ben Youssef, notre invitée. Et également, on aura le bulletin de nouvelles. Il va y avoir du sport. Alors, de retour avec notre invité, l'humoriste Nabila Ben Youssef. Nabila, vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention le premier débat. Est-ce que la commission Bouchard-Taylor provoque la montée de l'intolérance? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Et qui s'est poursuivi pendant la pause, il faut bien le dire. Ça va se poursuivre aussi. Oui, je le sens à l'extérieur, oui. Moi, je dirais plutôt que la commission Bouchard a permis à une certaine intolérance de s'exprimer. L'intolérance existe déjà depuis le 11 septembre, puis après, avec les accommodements raisonnables, quelques accommodements raisonnables. Donc, c'est pas la commission Bouchard qui... Donc, vous êtes d'accord avec ce que présentait Laura Julie Oui, Perroux là-dessus? c'est-à-dire... non, il n'y a pas... C'est pas une montée... Il n'y a pas de montée pour moi. Il n'y a pas une montée d'intolérance. Il y a c'est-à-dire on exprime cette intolérance. Juste, on a permis au public, aux gens, à madame, monsieur, tout le monde, à mon oncle, ma tante, de s'exprimer et de dire ce qu'ils en pensent de ça. Mais donc, vous ne crieriez pas à la censure comme certains l'ont fait, ou en tout cas de dire il faut modérer les propos ou les filtrer à tout le moins? C'est sûr qu'il y a des propos que moi, écoutez, on vit dans une époque où il y a beaucoup de moyens d'information. Moi, je me dis que c'est pas une excuse d'ignorer quelque chose, c'est-à-dire de manquer d'information. Il faut que les gens s'informent. Il y a Internet, il y a plein de moyens pour s'informer, pour connaître des choses qu'on vit. Ça fait partie de notre vécu maintenant, tout ça, l'immigration et tout ça. Il faut qu'on s'informe sur les autres cultures pour connaître avec qui on cohabite, avec qui on parle, avec qui on mange, avec qui... et je trouve qu'il y a beaucoup de méconnaissances. De part et d'autre? De part et d'autre, oui. Et je trouve que, d'ailleurs, cette commission Bouchard, je ne vois pas à quoi elle va servir. 5 millions de dollars juste pour écouter du monde parler, c'est beaucoup. Donc, vous n'en attendez pas grand-chose. Non, parce que le problème, je suis d'accord, excusez-moi. Est-ce que ça peut empirer l'état du tissu social, par contre? Non, je ne pense pas, parce que le problème est ailleurs. Le problème, je suis d'accord avec eux quand ils disent que le problème, c'est vraiment un problème d'intégration. Le problème, il y a, oui, moi j'ai des amis vraiment qui ont quitté carrément le Québec, qui ont fait leur doctorat ici et qui ont quitté le Québec. Ils étaient déçus, ils n'ont pas trouvé de travail. Parce que l'intégration, elle passe surtout par le travail d'abord. Et les gens, d'ailleurs, pour ne pas
reproduire les mêmes problèmes qu'ailleurs parce que les gens, ils viennent ici parce qu'ils sont frustrés dans leur pays de ne pas travailler, de ne pas parler librement, de ne pas... donc, on veut créer cette frustration encore ici. Ça va aggraver le problème encore plus, je trouve. Alors, Nabila, on vous retrouve après. Alors, je vous arrête là. Gardez-vous un peu de temps pour commenter le prochain débat. On va écouter pour l'instant le bulletin de nouvelles. Il va y avoir du sport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, veut combattre les préjugés entourant la dépression en soulignant qu'elle n'est pas un caprice de paresseux, mais bien une maladie mentale. Il ajoute que, contrairement aux apparences, Jean Charest ne souffre pas de dépression, mais plutôt de débandade. Une maladie non pas mentale, mais libérale. La GRC s'inquiète de ne pouvoir rejoindre les jeunes dans ses campagnes de recrutement. Aux prises avec un problème de renouvellement d'effectifs, elle lance cette semaine sa nouvelle campagne destinée aux écoles québécoises, avec le slogan « Hey, le jeune, tu aimes botcher tes devoirs? Tu aimes bûcher ton concierge en toute impunité? Tu trouves que ton directeur d'école est un clown incompétent? Viens nous voir, on est fait pour toi! » La GRC pense pouvoir atteindre son but. Dans une vibrante lettre envoyée au Devoir, Bernard Landry estime que les immigrants doivent entièrement assumer la responsabilité de s'intégrer dans le grand nous québécois. Il invite les immigrants à s'identifier à Champlain, Félix Leclerc, Tipoel, Timé, Bonhomme Carnaval et pourquoi pas Bernard Landry. Après avoir visionné le documentaire « Le Québec sur ordonnance » de Paul Arcand, plusieurs cinéphiles se demandent si Arcand ne devrait pas recevoir une ordonnance pour ne plus faire de films. Les autorités gouvernementales ont interdit l'accès aux rochers percés après l'éboulement de plusieurs roches sur des touristes. Une enquête est menée pour déterminer si la firme d'ingénieurs qui a conçu le rocher ne serait pas fautive. Denis Coderre annonce qu'il se rendra par ses propres moyens en Afghanistan pour observer le travail de l'armée. Plusieurs militaires estiment qu'il sera une cible facile pour les talibans. Nous nous abstiendrons de faire des blagues de mauvais goût sur le poids de Coderre ou encore sur son épaisseur pour plutôt saluer le courage des Afghans dans l'épreuve qui les attend dans les prochains jours. En tournée aux îles Féroé, Bill Clinton estime que les États-Unis sont prêts à élire une femme comme présidente. Il se dit également très excité de savoir s'il sera tout aussi non sexuel de recevoir une fellation d'une présidente que d'une stagiaire. Un parasite extrêmement virulent qui s'attaque au cerveau sème l'inquiétude dans la communauté médicale après la mort de 6 Américains dans les derniers jours. Notons que cette bactérie mangeuse de cerveau provient de la même souche que celle qui sévit sur les ondes de TVA depuis plusieurs années. Voilà ce qui termine ce bulletin de nouvelles. Bonne fin de soirée à notre trentaine! Merci Geneviève Rochette et Frédéric Savard. Au retour de la pause, deuxième débat, sommes-nous dans une culture pédophile? Deuxième débat que Nabila Ben Youssef va commenter un peu plus tard. Réseau de prostitution juvénile, site Internet de pornographie, tourisme sexuel impliquant des enfants et plus globalement, de manière plus pernicieuse, glorification des représentations érotiques d'ados dans la pub, les vidéos, les magazines. On a vraiment l'impression que les pédophiles sont de plus en plus nombreux et que c'est toute la culture qui baigne dans cette ambiance. Mais de tout temps, il y a eu des pédophiles et contrairement aux idées reçues, cette forme de délinquance sexuelle n'a pas véritablement augmenté et est en très grande part intrafamiliale. Même si le pédophile fait légitimement horreur, avons-nous raison de nous inquiéter ou nageons-nous en pleine hystérie collective? Sommes-nous dans une culture pédophile? Pour répondre à cette question du côté sonneur d'alarme, oui, disent André Ruffo, ex-juge, et Richard Poulain, auteur et professeur à l'Université d'Ottawa. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Et du côté pas nerveux, non, réplique Michel Doré, professeur de service social à l'Université Laval et auteur, et Patrice Corriveau, professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa. Bonsoir tous les deux. Alors donc, le 30 secondes, sommes-nous dans une culture pédophile? On commence avec vous, André Ruffo. Vous dites oui. Oui, moi je pense que oui. Si on comprend ce que ça veut dire, la culture, alors ce sont des normes qui sont acquises dans une société, mais qui ne sont pas nécessairement conformes à la nature. Alors, je pense qu'effectivement, comme société, on a développé cette norme qui utilise les enfants pour répondre aux besoins des adultes ou aux désirs des adultes. Et malheureusement, je pense que ça a été décuplé par l'Internet
aujourd'hui, non seulement les ados sont des personnes qui représentent ce qu'est le désir ou ce qu'est la sexualité, mais moi, je dis qu'on est allé jusqu'aux enfants. Et ça n'est pas nouveau. Parce que déjà en 85, on en parlait. Je vous arrête. D'accord. Patrice Corriveau, je continue avec vous. Vous dites non, nous ne sommes pas dans une culture pédophile. Non, je pense qu'on vit plutôt dans une culture pédophilophobe, c'est-à-dire une culture qui craint de plus en plus la pédophilie, et à bon droit. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se préoccupe des risques réels qu'encourent nos enfants? Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des mythes, particulièrement à l'égard des prédateurs sexuels sur Internet? D'accord, très bien. On a gagné quelques secondes ici. C'est rare, ça. J'applaudis. Richard Poulain, vous dites oui, nous sommes dans une culture pédophile. Oui, j'irais même plus loin. Pendant qu'on sexualise les enfants dans notre société, et vous en avez énoncé plusieurs des façons dont ils sont sexualisés, en même temps, on infantilise les femmes. Et donc, il y a des techniques d'infantilisation qu'on peut repérer dans les industries du sexe et qui sont devenues communes maintenant. La première technique, c'est d'enlever tous les poils pubiens chez la femme. Et ça fait que la femme est un être prépubère. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est une pratique commune d'enlever le poil pubien chez les filles. 75% de mes étudiantes, d'après un sondage, s'enlèvent le poil pubien. Il y a des influences directes des industries du sexe sur nos représentations, nos agirs, et ces industries du sexe sexualisent les enfants et infantilisent les femmes. Et je suis ravie de savoir que vous avez dit d'après un sondage. J'ai eu peur pendant quelques secondes. Et on termine ce premier tour de table avec Michel Doré. Vous dites non, nous ne sommes pas dans une culture pédophile. Non, et on a des idées similaires pourtant, parce qu'on est dans une culture effectivement qui abolit les différences entre les âges. On précipite les enfants primaires. Richard Poulain le dit, on fait en sorte que les adultes, femmes et de plus en plus les hommes aussi, doivent avoir absolument l'air juvénile. Alors, donc, on est comme dans une société sans âge, uni-âge, et après ça, on se surprend de voir que des adultes se disent, ben, d'aller avec des enfants, finalement, un petit peu plus ados que moi. Et on est surpris de ça, alors que toute la société encourage l'abolition des barrières, des différences traditionnelles entre les âges. Et c'est ça qui est pernicieux, à mon avis. Je continue avec vous, André Ruffo. Vous parliez vraiment, vous essayez de définir la notion de culture. J'aimerais que vous poursuiviez là-dessus. De quoi on parle quand on parle d'une culture pédophile? C'est toute la société qui baigne dans cette culture? Ce sont des normes qui évoluent avec la société, qui se développent à mesure qu'on vit. Alors, déjà en 83, on se disait, attention, on commence à utiliser les enfants en représentation sexuelle. Pour vendre toutes sortes de choses? Pour vendre toutes sortes de choses. Exemple, on voit une petite bonne femme de 3 ans qui a la petite papate sur le bord du bain, qui enfile ses bas de nylon, avec une petite air posée comme ça. 3 ans, 4 ans. On les voit à 8 ans, 9 ans, pas seulement que les adolescents. Et à ce moment-là, ce qu'on dit, effectivement, c'est que c'est pas important que ce soit un enfant. Ça fait rien, c'est pas important. Moi, je dis qu'on nie l'enfance. L'enfance, c'est un âge où on doit grandir, se découvrir, c'est aller vers notre accomplissement, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on devient quelqu'un qui va servir à allumer des adultes immatures qui sont redevenus enfants. C'est souvent les parents qui poussent les enfants à séduire. On voit les enfants revenir de la maternelle, on dit, bon, le petit gars à 4-5 ans, même moins, t'es-tu fait une petite amie ou la petite fille? On pousse les enfants à devenir séducteurs et on trouve ça beau. Et c'est pour ça que moi, le problème, c'est pas la société pédophile, c'est la mentalité qu'il n'y a plus de classe d'âge. Et ça, je pense qu'il n'y a pas que les pédophiles qui pensent ça. Et c'est ça qui est pernicieux, qui fait que ça banalise toutes sortes de relations pas souhaitables, disons, entre les âges, et qu'on traite les enfants comme s'ils étaient des adultes matures, ce qui n'a pas de sens. Mais il faut faire attention, parce qu'il faut aller un peu plus loin. À l'hôpital des enfants de Montréal, avant, là, 6 ou 7 ans, une jeune fille, une jeune ado habillée hyper sexuellement, immédiatement, les médecins savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la famille, qu'il y avait des agressions sexuelles, etc. Aujourd'hui, les médecins, ils ne savent plus. La société a changé. Et c'est ça qui est le problème. Lorsqu'on parle de culture pédophile, il faut s'entendre. Pédophile, c'est aimer les enfants. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas parce que les gens qui passent aux actes ne doivent pas aimer les enfants. D'autre part, c'est une maladie psychiatrique. C'est très peu de gens qui sont considérés comme pédophiles, même les gens qui vont avec des ados très jeunes et des enfants poser des actes sexuels. Donc,
ce qu'on entend, c'est plus par les journaux, tout ce qui est par rapport aux mineurs devient pédophile. Bon, je reprends cette définition-là parce que c'est qu'est-ce que les gens comprennent dans la société. Mais l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au Canada est 14 ans. Il est encore plus jeune dans le tiers-monde. Vous n'allez pas me dire que ça, là, que ce soit parce qu'on fasse disparaître les âges ou pas, vous n'allez pas me dire qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui relève d'une culture qu'on pourrait appeler pédophile, d'autant que je vous rappelle, les Pays-Bas viennent d'autoriser le parti pédophile là-bas, clairement pédophile, dont le programme est de libérer l'enfant de son autonomie sexuelle, etc., au profit de ces gens-là. La question, c'est peut-être pas de nier qu'il y a des actes d'agression sexuelle. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que les agressions sexuelles au Canada, selon Statistique Canada, sont majoritairement commises à l'intérieur des jeunes. C'est-à-dire que les plus grands agresseurs de jeunes, c'est des jeunes de 13 à 17 ans. La question, moi aussi, ça me dérange quand on présente les agresseurs sexuels. Mais en même temps, il faut avoir une image assez juste de ce qui se passe. Quand on présente toujours les pédophiles sur Internet, on oublie de dire, puis vous l'avez mentionné, que la majorité des agressions se font dans l'entourage. Il y a même des journalistes qui disaient qu'Internet était devenu un océan de prédateurs. On oublie peut-être de penser que les requins sont dans la piscine du voisinage bien plus que dans Internet. Tu as tout à fait raison. Sauf que ces statistiques mettent de côté, gomment complètement le fait, parce qu'elles sont payées, que c'est une agression sexuelle, un viol caractérisé d'utiliser une jeune prostituée de 12, 13, 14 ans. Ah, vous parlez des prostituées? Oui, mais ça rentre pas dans les statistiques. Et pourtant, 80% à peu près des personnes prostituées ont été recrutées au Canada à un âge mineur. Et ce sont des agressions sexuelles qui ne rentrent jamais dans les statistiques parce qu'une fois qu'on paye, il n'y a pas de viol. Les plus grands agresseurs d'enfants sont des adolescents. Je veux bien, mais moi, j'ai encore à connaître un seul de ces adolescents qui n'ait pas été lui-même agressé quand il était enfant. Ça, vous savez, c'est les théories qui essaient de montrer justement qu'il y a une cause à effet. Il faut faire attention parce qu'il y a autant de recherches qui vont montrer que ça a un effet ça t'arrête, tu as été agressé, tu n'as vraiment pas envie de le refaire. Puis de l'autre côté, tu as des recherches qui vont dire, comme vous dites, que c'est une espèce de principe d'escalier. Si tu l'as fait, tu vas le refaire. Non, donc, c'est partagé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, par exemple, on a 100 jeunes qui ont été agressés. Je dis pas que ça va faire 100 adolescents agresseurs. Sauf que les 50 adolescents agresseurs, à ma connaissance, ont tous été agressés. Les enfants qui agressent des adolescents qui agressent des enfants ont eux-mêmes été des victimes. Ça, je pense il y a un centre à Montréal qui s'occupe de ces enfants qui agressent d'autres enfants. Ce qu'ils ont remarqué, c'est deux choses. Un, l'âge où les jeunes commencent à agresser d'autres jeunes baisse, et la pornographie est consommée d'une façon extraordinairement importante chez ces gens-là. Donc, il y a des transformations qui se sont produites. C'est ça que j'essaie de souligner. En fait, ma question va être, est-ce que vous pensez que la pornographie mène à l'agression? Est-ce qu'il y a un lien selon vous? Écoutez, il y a eu une enquête auprès des femmes en Beauce qui montrait que 8 d'entre elles avaient été obligées de faire des affaires par leur conjoint, leur mari ou leur chum qui avaient vu dans la pornographie. En bon français, ça s'appelle un viol. Là, tu as un échantillon de 8 qui répondent ça. C'est pas rien. Michel Doré. Mais ça montre un peu ce qu'on dit. C'est pas que les gens sont pro-pédophiles. On est dans une culture où il n'y a plus de différence entre les âges. Et le sexe, c'est présenté comme depuis la révolution sexuelle. C'est toujours bon pour tout le monde. Alors, les gens ne font plus de différence éthique. C'est ça le problème. Et c'est ça que Richard Poulenc est en train de dire, dans le fond. Effectivement, c'est ça le problème. C'est comme si on n'a plus le droit de poser des jugements moraux, ou je préfère éthiques, sur la sexualité. Et à la limite, on l'a vu dans le reportage du Journal de Québec et de Montréal, les agresseurs qui s'en allaient là, violer des petites filles de 11 ans sont surpris que les journalistes les confrontent. Et ça, et on voyait que c'est pas des gens qui avaient des dossiers judiciaires ça d'épais, c'est des monsieur tout le monde. La majorité des agressions sexuelles sont commises par des personnes qui ne seraient pas là, décrivables comme des pédophiles de carrière, hein, comme on dit en sociologie. Et ça, c'est le malheur avec la définition de pédophilie telle qu'elle est trimballée par les médias. Oui, mais ça alors... camoufle le fait que c'est monsieur tout le monde. Mais est-ce qu'on n'est pas exagérément dans la crainte des pédophiles, de la pédophilie? Est-ce qu'on
trouve du sens pédophilique à tout en ce moment, en regardant certaines publicités, en regardant des films, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on n'est pas trop dans cette crainte-là? Est-ce qu'on en voit là où même où il n'y en a pas? Ça reste de l'ordre anecdotique, mais moi, ce qui me trouble par rapport à ce que vous dites, c'est que récemment, j'enseignais et j'ai des jeunes mères qui sont venus me poser la question. J'ai pris des photos de mon bébé dans le bain et je l'ai envoyé à ses grands-parents par Internet. Est-ce que je peux être accusé de pornographie juvénile ou de pédophilie? Quand on est rendu là, moi, ça me pose problème. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de recul et on se trompe de cible. Moi, c'est toujours ça ma crainte par rapport à la surmédiatisation des prédateurs sexuels sur Internet. C'est intéressant ce que vous dites, on se trompe de cible, comme si le pédophile, à juste titre, je le disais vraiment, qui horrifie tout le monde, est devenu le bouc émissaire par excellence. Oui, mais ce qui est aussi intéressant de montrer, moi, c'est ce que je regardais dans les médias, j'en parlais avec M. Poulain, c'est que ça n'a pas toujours été la même image. Hein? Vous savez que dans les années 70, c'était l'étranger qui se promenait en voiture puis qui donnait des bonbons. Dans les années 80, c'était le père incestueux. Dans les années 90, c'était extra-familial, c'est-à-dire que là, on commençait à regarder le professeur, le coach de hockey, etc., etc. Et avec la montée d'Internet dans les années 2000, c'est retourné aux prédateurs étrangers qui se cachent sur Internet. Donc, l'image qu'on médiatise change. Donc, il n'y en a pas nécessairement plus? Non, parce que... je ferai une correction. Je pense qu'il y en a un peu plus. Si on parle du tourisme sexuel, l'UNICEF évalue que 10 des touristes partent voyager à l'étranger pour des buts sexuels. 10 des touristes à travers le monde. Ça veut dire en 2006, c'est 84,6 millions de personnes. Et ça comprend même pas... Ça, c'est les touristes sexuels. On ne parle pas des enfants encore. Là. Mais ça comprend même pas les touristes là, qui arrivent et qui se laissent tenter sur place. Là. C'est ceux qui partent pour des buts sexuels. Ces gens-là, là, quand ils vont en Thaïlande, là, à Bangkok, là, ils vont voir des petites filles. Il y a un proverbe qui circule chez les filles à Bangkok. À 10 ans, tu es une jeune femme. À 20 ans, tu es une vieille. À 30 ans, tu es morte. Ça, c'est chez les jeunes prostituées. Donc, écoutez, ces gens-là, ils ne se considèrent pas comme des pédophiles. Et sans doute, ici, ils n'iraient pas voir une jeune fille de 10 ou 11 ans. Mais à l'étranger, ça le permet. Donc, à mon avis, ce sont des gens qui portent des actes au moins pédophiles. Et ça, c'est en croissance à l'échelle mondiale. L'OIM, dans un de ces derniers, l'Organisation internationale pour l'immigration... Et donc, en croissance, Richard Poulain, parce que influencé, parce que la société envoie des images plus permissives, ou si c'est à l'étranger, c'est moins grave. De toute façon, 10 des gens pratiquent ce genre de tourisme-là. Donc, la société a une influence sur... l'augmentation du nombre? Je crois que oui. L'Organisation internationale pour l'immigration, dans un de ses derniers rapports, remarque qu'il y a un rajeunissement des personnes prostituées à travers le monde et des victimes de la traite. On ne l'a jamais autant dénoncé. Moi, j'ai l'impression, des fois, c'est comme si l'interdit sert de barrière pour certaines personnes et de tremplin pour d'autres. C'est comme si ça incite à la limite. C'est pour ça qu'il faut trouver la bonne façon. Moi, je pense qu'il faut dénoncer ces choses-là. Les quatre, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des façons de faire? Parce que plus qu'on dénonce, on a l'impression, plus qu'il y en a, et qu'il y a des gens, c'est comme... Moi, quand je lisais les entrevues là, des messieurs qui ont été piégés par les journaux, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est l'attrait de l'interdit. Et ça, il ne faut pas oublier que la sexualité, ça peut aussi jouer un rôle. À tort ou à raison, là, il y a des gens pour qui ça joue un rôle. Et alors, notre prévention, il y a des choses à repenser là-dedans, mon ami. Il y a aussi l'image de l'enfant et l'image de la femme. Aujourd'hui, l'image de la femme qu'on nous présente comme étant un modèle qui devrait nous allumer, c'est la femme pas de sein, pas de hanche. Et puis, à la limite, on ne sait pas si c'est un petit gars ou si c'est un enfant. Frédéric Becbédé, dans son plus récent livre, dit le modèle féminin occidental, le rêve, ce qui fait bander l'Occident, c'est une jeune Russe de 14 ans aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Mais de préférence, pas de sein, pas de hanche. Alors là, on se dit... C'est ce qu'on nous présente comme étant la beauté, sexualisée et tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui est absolument pervers dans tout ça. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des enfants. Et l'autre chose, c'est la complicité de la société. On sait fort bien qu'il y a à Montréal, qu'il y a des avions qui sont nolisés et que ce ne sont que des hommes qui s'en vont en Thaïlande. Ben moi, si mon mari était cordonnier au coin de la rue, je lui demanderais qu'est-ce qu'il va faire en Thaïlande 2 fois par année.
On le sait très bien. Mais ça, on est complice, on ferme les yeux, on le dit pas, on s'en parle pas trop et on le sait. Que Madame Ruffo, vous dites on est complice, la société est complice. Est-ce qu'il y a des pans de la société qui sont plus complices que d'autres pour entrer dans cette logique-là? Oui, mais je reviens à quelque chose de plus quotidien. Les magazines, la publicité, le cinéma, c'est vraiment des choses très quotidiennes, très accessibles. Est-ce que ça, c'est le premier véhicule? Ça, c'est un véhicule très important. Si on regarde ce qui nous est présenté, ce sont de très jeunes enfants qui sont devenus nos modèles. Une autre chose me surprend toujours, moi. Quand je vois cette petite fille-là déguisée avec ses petits vêtements très sexy à 9, 10, 11 ans, qui se promène avec sa maman, qui, elle, n'a pas l'ombre d'une coquetterie, n'a pas l'ombre d'une conscience de son corps, qui est une femme qui n'est pas contente d'elle-même, les rôles sont inversés. Moi, je voudrais donc qu'on redonne aux enfants le droit d'être des enfants, de s'amuser, de jouer et d'être protégés. Mais vous savez, c'est comme ça, c'est parce que ça rapporte. L'enfant qui consomme comme une adolescente. C'est sûr. Les ados dépensent plus que les enfants, on est d'accord. Et les adultes qui dépensent des fortunes pour rester avec une apparence juvénile éternellement ou presque, ça aussi, ça rapporte beaucoup. Et tout le monde est capable de ça. Dernier mot, Patrice Corriveau. J'ai juste envie de terminer sur un truc. Vous parliez tout à l'heure de l'hypersexualisation. Moi, du haut de mon début de trentaine, pour moi, la période la plus hypersexualisée, c'est sans doute la vôtre, c'est celle de la révolution sexuelle où tout était, c'était interdit d'interdire, où la sexualité était à l'avant-plan. Est-ce que, quand on parle de l'hypersexualisation, on fait peut-être pas faux bond? On n'est pas en train de se poser les mauvaises questions à l'égard du phénomène de la pédophilie? Puis là, vous nous laissez avec cette question-là. Il a vu le signe des 30 secondes, puis il pose cette question-là. Merci, Patrice Corriveau. Merci beaucoup. C'est un autre débat, je pense. Merci pour les suggestions de prochains débats. On en fera certainement un autre. Merci en tout cas d'avoir participé à celui-là. André Ruffo, Richard Poulain, Patrice Corriveau et Michel Doré. Après la pause, les commentaires de deux humoristes, Nabila Ben-Youssef, notre invité, et ceux de celui en résidence, Guy Nantel. Nous sommes de retour avec notre invité, l'humoriste Nabila Ben-Youssef. Nabila, qu'avez-vous pensé? En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce vous avez l'impression, avec votre regard aiguisé sur notre société, est-ce que vous avez l'impression que nous baignons dans une culture pédophile? Des pédophiles, que j'appelle moi les terroristes sexuels. C'est bien. Les extrémistes sexuels. Oui. On dirait plus qu'il y a du terrorisme religieux. Aucun accommodement raisonnable possible. Ah non! Aucun. Tolérance zéro. Oui. On dirait que plus il y a des extrémistes religieux, plus il y a des extrémistes sexuels. En général, il y a un lien, d'ailleurs. On vit dans une époque d'extrémisme. C'est ça le problème. Moi, je pense que les pédophiles ou la culture pédophile, en tout cas, une culture pédophile, les pédophiles existent partout. Les pervers sexuels existent partout. Mais ici, au Québec ou dans d'autres pays occidentaux, bon, on va partir du Québec, on parle. Et on montre la pédophilie, c'est-à-dire on cache pas. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher parce que c'est un grand tabou dans d'autres pays. Par exemple, dans mon pays d'origine, on parle jamais. On porte jamais une plainte contre quelqu'un qui a violé une fille, ou on se tait, on cache ça parce que on a peur pour cette fille-là. On a peur du regard de la société. C'est mal vu, c'est très mal vu. C'est mal vu plus pour la fille qui est violée que le pédophile qui a violé. Mais ici, le problème, c'est que la sexualité est rendue une industrie. Et donc, la pédophilie, ça fait partie de cette sexualité. C'est une industrie, la pédophilie est rendue. Et avec tout, la pornographie, l'Internet, ce qu'on voit, on a accès à tout ici. Et ce n'est pas contrôlé. Tout le monde peut avoir accès à cette... c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup où c'est trop, ça se montre trop. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus ici que dans d'autres places. Et Internet ne rend pas nécessairement pédophile. Non, parce que les pédophiles sont surtout dans l'entourage, sont surtout dans les familles, se concentrent là-bas. C'est pas l'Internet. Mais
c'est vrai que le fait que des petites filles se portent des G-strings ou s'habillent en des habits sexy, ça n'aide pas non plus, parce que ça excite les pédophiles. Ça excite plus les pédophiles. Donc, moi, je trouve que les parents ont une très grande responsabilité vis-à-vis de ça. C'est à eux de protéger leurs filles, c'est à eux de contrôler leurs garçons ou c'est-à-dire sur les sites internet, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils regardent, et aussi de les diriger ou de les guider dans leur façon de s'habiller, dans leur façon même de se maquiller. Les jeunes filles maintenant se maquillent, s'habillent comme des femmes. Lourde tâche. Lourde tâche. Je vous laisse sur ces belles pensées. On va maintenant écouter les commentaires de notre humoriste en résidence. Mesdames et messieurs, l'incomparable Guy Nantel. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Gros sujet ce soir, mais je suis content qu'on les ait abordés parce que, premièrement, oui, on vit dans une société de pédophiles. Ils sont de plus en plus durs à reconnaître, hein? C'est plus juste le gros mononcle cochon qu'on voyait avant dans la famille, hein? Ah non, à cette heure, ils sont partout. Je dis, c'est rendu que tous les hommes, on dirait qu'ils trippent ces petites adolescentes. Regarde d'un bar, hein? Avant, là, d'un bar, les filles qui avaient pas de sein étaient gênées de sortir là. Et à cette heure, la fille, elle a un 32A, il y a 15-20 gars qui tournent autour. Non, mais je te le dis, c'est à l'air mineur, ils sont bien contents, ils payent un Kool-Aid au lieu d'une bière. Société de pervers, toi. Mais comme disait Nabila, hein, le linge que les adolescentes portent, il faut faire attention aussi à ça, parce que ça, c'est vrai que aujourd'hui, tu sais plus, hein. Tu sais plus si c'est une ceinture trop large ou une mini-jupe trop courte. Non. Fait que là, les pédophiles se multiplient de plus en plus. Il y en a même qui réclament un registre pour identifier les pédophiles. Hein? Ça, on en a entendu parler, c'est quelque chose de spécial. Et ce serait un document où on voit la face de tous les pédophiles québécois. Personnellement, je suis pas sûr de l'utilité de ça. On a quand même déjà le Journal de Montréal pour ça. Hein? Non, moi, là, c'est bien beau les laisser en liberté, mais dangereux. Non, moi, je trouve qu'on devrait au moins régler une partie, et une partie importante, ce serait la castration. Hein? Parce qu'avec ça, plus besoin de ça des registres. M'a dit une affaire, il n'y a plus d'ambiguïté. Si ton nouveau voisin a une petite voix aiguë puis il tripe sa corde à danser, tu sais vite en maudit à qui t'as affaire, OK? Non, puis en plus, comme disait Nabila, mon idole, il va falloir que les parents se responsabilisent parce que la nouvelle mode, là, on a entendu parler dernièrement, hey, les petites filles à 12 ans, elles se filment avec leur webcam, avec des films d'elles tout nues sur Internet. Allô, où sont les parents? L'autre jour, il y avait un reportage là-dessus, j'en venais pas. Hey, le gars, il demandait à la femme comment ça fait que vous avez pas vu ça de votre enfant. Il dit, oh, ben, je connais pas tellement ça, la technologie, hein. Pas besoin de connaître la technologie. Je vais te donner un truc. Si jamais tu rentres dans la chambre de ton adolescente à 1h30 du matin puis qu'elle est tout nue devant l'ordinateur, c'est un indice. Un petit gars, c'est peut-être d'autres choses, mais une petite fille, c'est ça qu'elle est en train de faire. Bon, non, mais c'est dangereux, le web, hein, parce que le web, c'est le Far West. Et là-dessus, ça a l'air, juste au Québec, il y a au moins 10 000 pédophiles, 3 cyberpolices qui patrouillent le web, hein. Là, c'est les cyberpolices, ça, c'est des policiers qui se font passer eux-mêmes pour des adolescents qui chattent sur le web, là. Mais là, ils ont toute la misère du monde à les recruter. Personnellement, je comprends pas pourquoi. Il me semble que c'est pas ça qui manque au Québec, des polices qui savent pas écrire, mais bon. Non, il va falloir qu'ils en fassent une priorité sociale, OK? Parce que moi, j'ai pas de pardon pour ça, la pédophilie. Oui, d'accord, c'est une maladie, mais apprends à te contrôler, OK? Je veux bien croire que tu fantasmes ces filles qui ont pas de sein puis qui ont pas d'expérience sexuelle, mais laisse les enfants tranquilles puis marie une anglophone, c'est tout. Bon. Non, excusez-moi, ça c'est... Non, c'est la commission Bouchard-Taylor qui fait ressurgir en moi mon agressivité et mon intolérance envers les minorités, hein? Hey, vous avez vu ça, depuis que le peuple a parlé... Moi aussi, je serais inquiet, hein, être un immigrant, me dire, ils sont à veille de changer le nom de la commission, bien vite, ça va être la ségrégation Bouchard-Taylor, ça continue. Ah, c'est inquiétant, écoute. C'est rendu, on a l'air d'une gang de rednecks racistes. Et comment on reconnaît une intervention raciste? Comment on la reconnaît? En général, c'est quand ça commence par... Moi, je suis pas raciste, là, mais... Ah ouais, écoutez, c'est très, très, très éducatif. Ah ouais.
Non, parce que ça, ces immigrants-là qui arrivent, là, ça sait pas respecter nos traditions. C'est ça le maudit problème, hein. Ça arrive ici, toi, hein, des pays sous-estimés. Ça arrive en container. Tu loues un sous-sol à un couple, parce que ça se reproduit comme des coquerettes, sont 60 au bout de 3 mois. Hey, ça se promène en gogoune l'hiver. Le linge à vaisselle sur la tête l'été. T'es jamais sûr si c'est la religion ou si tu sors de la douche, hostie. Après ça tacle la putain de bingo dans le front. Hey, les écouter parler, après ça, faudrait tout leur donner les droits. Toi, à quand le jour où un joueur du Canadien va avoir un turban au lieu d'un casque, hostie, ben pas pantoute. Un instant, M. Bouchard, j'ai pas fini, Mme Dussault. Je vais vous dire une affaire. Faudrait tout changer la société, hostie, pour eux autres, là. Faudrait enlever le port des cabanes à sucre, hein. Faudrait leur inventer des plasters bruns pour les Africains, hostie. Ben, y en a qui nous prennent pour des Mongols. Ben, on n'est pas Mongols, on est Québécois! C'est gênant. Non, puis le plus gênant, moi, c'est quand j'entends, ben s'ils sont pas prêts à faire comme nous autres, là, qu'ils retournent d'où ils viennent. On va mettre une chose au clair. On est tous des immigrants, OK? Parce que, hein? Non, mais c'est ça pareil, là. Nous autres aussi, quand on est arrivés, il y avait du monde qui restait ici avant nous autres, puis l'idée de faire comme eux autres et de vivre à leur manière, ça nous est jamais passé par l'esprit. Hein? Ils nous l'ont jamais demandé. Je suis pas sûr, moi, que dans le temps de Jacques-Cartier, les Indiens disaient aux Blancs, « Oh, vous vivez pas comme nous autres, vous bloquez pas de pont, vous vendez pas de cigarettes illégales, retournez d'où vous venez. » Ben non. Ils étaient ouverts d'esprit, eux autres, tu sais. Puis il y a une autre affaire, c'est que c'est prouvé scientifiquement qu'on descend tous d'Afrique. Fait que s'il faut que tout, on retourne d'où on vient, me dire une affaire, ça va faire de plus en plus de monde en Afrique, de plus en plus de misère, de plus en plus de réfugiés. Puis moi, je suis pas raciste, là, mais des réfugiés, on commence à en avoir pas mal, OK? Fait qu'un petit conseil, la prochaine fois, pensez-y à 2 fois avant de dire à quelqu'un, retourne d'où tu viens. Salut tout le monde. Bravo, Guy Nantel. On est de retour tout de suite après la pause. Nabila Ben Youssef, pardon. Merci beaucoup d'avoir passé cette émission avec nous. Je peux pas vous laisser partir sans vous demander un petit conseil, vu que vous êtes vraiment une observatrice de la société québécoise. Un conseil, rapidement, pour que les Québécois soient plus accueillants envers les immigrants, puis un conseil pour les immigrants pour qu'ils s'adaptent mieux à la société québécoise. Je veux dire d'abord que la très grande majorité des immigrants ici, en tout cas je parle de moi, de ma culture à moi, c'est surtout, il y a beaucoup de musulmans arabes qui sont migrants maintenant, c'est-à-dire la dernière vague, s'intègrent très bien. Et ils sont un exemple d'intégration. Et je trouve que un conseil pour les Québécois de s'ouvrir plus et de s'informer sur cette culture-là, parce que on est là parce qu'on cherche ces valeurs, les valeurs québécoises qu'on dit, on cherche c'est quoi les valeurs québécoises, l'égalité homme-femme, la liberté des femmes, comment on dit ça, la langue française, on adore la langue française, on est des francophones, surtout la communauté maghrébine, et donc on est là pour partager ça. Voilà. Nabila Ben Youssef, merci beaucoup d'avoir été là, on peut vous voir à Rimouski le 10 octobre. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est tout, donc, pour ce soir. Merci à tous nos panélistes également, nos humoristes. Merci à notre public en studio. N'hésitez pas à poursuivre les débats sur notre site à l'adresse qui apparaît à l'écran ou venez faire un tour en studio pour assister à l'enregistrement. La semaine prochaine, faut-il boycotter l'eau en bouteille? Pour ou contre le Blackberry. Et notre invité sera Jean Garon, ex-péquiste, peut-être éventuellement futur adéquiste. On n'en sait rien. Et c'est mon collègue Patrick Lagacé qui animera l'émission la semaine prochaine. Il va y avoir du sport à la semaine prochaine pour lui, dans 2 semaines. Bref, à bientôt. Bonne semaine.